Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors ce soir, j'ai choisi de vous parler des drones, ces véhicules aériens un peu mystérieux dont on parle beaucoup dans la presse à certaines occasions, souvent de façon optimiste, mais parfois avec la crainte que ces nouveaux oiseaux artificiels n'envahissent notre ciel. Alors j'ai choisi de vous faire une présentation très générale de ce sujet, d'abord à l'intention de celles et ceux qui ne connaissent pas ce domaine, et j'espère être capable de vous le faire découvrir. Mais je suppose qu'il y a dans la salle des gens plus compétents que moi, j'en ai repéré quelques-uns sur ce sujet, et j'espère cette fois-ci ne pas les décevoir, on verra bien. Et pour tous, n'hésitez pas à intervenir à la fin de mon exposé, qui dure à peu près 1 heure, en me posant toutes les questions que vous souhaitez, et malgré la limitation de mes compétences, j'essaierai d'y répondre, et si je n'y arrive pas à y répondre, je n'ai aucun complexe. Alors, voilà le programme que je vous propose. Une brève introduction, puis après j'aborderai les différents systèmes de drones militaires, depuis le plus petit jusqu'au plus gros, puis nous parlerons des applications civiles, ce sera la deuxième partie de mon exposé, quelques vues de concepts prospectifs pour nous faire rêver, et enfin une conclusion personnelle. Alors, en introduction, je rappelle que drone en anglais, ça veut dire bourdon. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce terme-là? Eh bien parce que les premiers drones qui ont volé utilisaient des moteurs à piston, souvent qui provenaient de tondeuses à gazon ou de scooters des neiges, d'où le bruit, d'où le nom de bourdon. Ils sont aussi, à notre époque, dénommés RPAS, ce qui veut dire Remotely Piloted Air System. Alors il s'agit de véhicules aériens sans pilote à bord, hein, et qui sont destinés depuis longtemps à des missions militaires d'observation, de surveillance, etc. On le verra. Une petite définition, si la mission est offensive, le véhicule devient un UCAV, Unmanned Combat Air Vehicle, un avion sans pilote, un avion de combat sans pilote à bord. Et de nombreuses applications civiles apparaissent depuis quelques années. Elles devraient croître dans le futur et nous en parlerons tout à l'heure. Alors d'abord un petit rappel historique. Les drones militaires, ça date d'il y a au moins 60 ans. C'est-à-dire qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des pertes importantes de l'aviation d'observation. Et donc l'idée est venue, évidemment, d'essayer de créer des engins d'observation sans pilote à bord. Et déjà, dès la guerre du Vietnam, les Américains ont utilisé beaucoup de drones qui s'appelaient Firebee pour détecter au Vietnam du Nord, détecter les rampes de lancement de missiles soviétiques SAM-2. Et il y a eu à cette époque-là 3500 missions de drones. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Un peu plus tard, au moment de la guerre du Kippour, les Israéliens ont utilisé des drones peu coûteux pour leurrer la défense égyptienne qui était le long du canal de Suez. C'est-à-dire que les drones arrivaient au-dessus de ces systèmes solaires, les radars s'allumaient, et derrière les drones arrivaient les avions de combat israéliens avec des missiles anti-radar, etc. Je fais une petite parenthèse tout de suite, on entendra souvent le mot d'Israël. Israël est un pays qui était extrêmement compétent dans ce domaine depuis très longtemps, pour des raisons qui sont claires. C'est un pays petit, entouré par des gens qui ne lui veulent pas forcément du bien. C'est un pays où il fait beau, et c'est un pays où l'ensemble de la circulation aérienne, qu'elle soit civile ou militaire, est aux mains des militaires. Ça simplifie tout, ça c'est vrai. Et donc ils sont très compétents depuis longtemps. Conflit des Balkans, c'est là qu'est apparu un drone qui s'appelle le Predator, un drone américain, donc qui est une génération déjà beaucoup plus moderne que ce qui existait avant. Et puis les Français d'ailleurs, dans le conflit des Balkans, ont utilisé des drones d'une ancienne génération qui s'appelle CL-289 et qui s'appelait Hunter. C'est un drone qui a été acheté en 4 exemplaires à Israël. Et puis aussi un drone qui s'appelait Cresserel de Sagem.
Voilà, guerre d'Irak. Alors, guerre d'Irak, là, de plus en plus de drones. Je citerai, les Américains ont utilisé aussi des drones leurs pour que la défense aérienne de Bagdad se découvre, un peu ce qu'ont fait les Israéliens. Et puis d'autre part, ils ont utilisé un drone, un très grand drone qui s'appelle Global Hawk, qui est grand comme un Airbus, A320, qui vole à très haute altitude et qui est capable de surveiller une zone extrêmement étendue. Surveillance du G8 et du G20. Alors ça, c'était plutôt des utilisations par la France, d'ailleurs, de drones pour des problèmes de police, de surveillance, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai vu des images faites par un drone qui s'appelle Hunter, à Évian. Le G8, c'est à Évian. Film fait la nuit. Un drone qui volait à 300-400 mètres. En dessous, on voit une place avec des rues, un peu comme la place de l'Étoile à Paris, si vous voulez, en plus petit. Et puis, en pleine nuit, on voit une petite fourmi qui arrive, une deuxième petite fourmi, troisième petite fourmi, quatrième petite fourmi, puis ça se groupe, puis on voit arriver un quart de CRS. C'était l'époque, je crois, où on craignait ce qu'on appelait les altermondialistes qui viennent troubler les... Voilà. Donc voilà un autre genre d'application. 60e anniversaire du débarquement, eh bien, ce sont encore des drones utilisés par l'armée de l'air qui ont surveillé les plages au moment où il y avait tous les chefs d'État importants qui étaient là. En Afghanistan, plus de 600 drones ont été utilisés par la plupart des pays de la coalition. Plus récemment, les Français ont utilisé des drones au moment du conflit libyen. Ils ont utilisé des drones Harfang, je vous montrerai, qui partaient de Corse. Et les Américains utilisaient des drones qui s'appellent Reaper, qui sont plus perfectionnés. Et puis au Mali, alors là, tout de suite, dès l'opération Serval, les Français ont utilisé des drones Harfang, 2 drones Harfang. Puis ces drones avaient fait aussi tout l'Afghanistan, enfin commençaient à être un peu fatigués. Et la France a commandé d'ailleurs une douzaine de drones américains et en a reçu 2 l'année dernière qui sont actuellement en utilisation opérationnelle au-dessus du Sahel. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc on retient que dans les drones militaires, oui, je n'ai pas beaucoup parlé des drones civils au point de vue historique. Les drones militaires, ça existe depuis très longtemps. Alors, les drones ou RPAS, ils ont des caractéristiques, des dimensions et des masses variées qui vont de quelques dizaines de grammes mais qui tiennent dans ma main et jusqu'à 15 tonnes et l'envergure d'un Airbus à 320. Les drones sont récupérables au sol ou à la mer ou dans un filet et réutilisables. C'est ça qui les différencie d'un missile. Un missile, ça ne sert qu'une fois et ce n'est pas réutilisable. Comment les classer ? Alors, on peut les classer selon l'altitude de vol. Alors là, je pense toujours au côté militaire. Altitude de vol, il y en a qui volent au-dessus des immeubles, à quelques dizaines de mètres. D'autres qui vont jusqu'à 20 000 mètres, au-dessus de tous les avions civils ou militaires. L'endurance des drones, certains sont faits pour durer quelques minutes, d'autres quelques heures. Maintenant, on est à quelques jours et on envisage quelques semaines. Le rayon d'action, très varié, je vous le montrerai tout à l'heure. La configuration du drone. Alors là, la configuration, elle est donnée essentiellement par la mission qui sera celle du drone. Alors c'est pour ces raisons-là qu'il y a des petits drones qui ont des ailes battantes comme un oiseau. Il y a des drones qui ont des voilures tournantes, type hélicoptère. Des drones qui ont comme un avion, des ailes fixes. Il y a même des convertibles. Et tout ça, ce qui définit la configuration, c'est la mission qui sera affectée au drone, suivant qu'on veut qu'il vole au-dessus des immeubles dans une ville ou bien qu'il aille faire une mission à 5000 km. La propulsion, c'est pareil. C'est la mission qui fixe le système propulsif à utiliser. Donc pour cela, il y a des moteurs électriques. Lorsque c'est par exemple, les drones civils, ils ont presque tous des moteurs électriques. Moteurs électriques, des moteurs à piston, comme je vous ai dit, ceux qui font du bruit,
Il y en a qui ont des turbopropulseurs et quelques-uns aussi qui ont des turboréacteurs. Qu'est-ce qui fixe ça? C'est bien sûr la mission. Les moyens de lancement. Alors, il y a des drones qui se lancent à la main. Il y a des drones qui se lancent avec des catapultes. Il y a des drones qui décollent d'un aérodrome comme un avion. Donc, il y a aussi beaucoup de variétés. Et puis, pour la récupération, c'est pareil. Ceux qui ont décollé d'un aérodrome se reposent sur une piste. Il y a des drones qu'on récupère lorsque la mission est finie, au bout d'un parachute qui se déploie. Et puis en général, il y a un airbag, comme un airbag de voiture, qui se déclenche pour atténuer le choc de l'atterrissage. Il y en a aussi qui peuvent se récupérer sur un filet, comme vous voyez, un filet de volley-ball qu'on dresse comme ça quand le drone arrive et il s'encastre en douceur dedans, dans ce filet. Donc vous voyez, il y a beaucoup de techniques de ce genre-là. C'est donc très varié. Alors maintenant, nous allons regarder les différents systèmes de drones militaires, en commençant par les plus petits jusqu'aux plus gros. Drones miniatures, court rayon d'action, drones tactiques, drones MAL, j'expliquerai ce que c'est, ça n'a rien de sexiste, drone HAL, etc. Alors, déjà les micro-drones. Alors, voilà l'exemple d'un sort de prototype que l'ONERA a réalisé il y a quelques années, qui s'appelle le micro-drone Remanta. Alors c'est un drone qui fait 15 cm d'envergure et qui est inspiré du principe du vol de l'insecte. Alors il y a un thorax mécanique qui se déforme à haute fréquence sous l'effet de matériaux électroactifs qui sont au fond les muscles. Et puis ça entraîne 2 ailes en vibration, un peu comme une libellule, si vous voulez. Alors à quoi ça peut servir? Eh ben, ça peut servir finalement à faire des vols, alors pas à l'extérieur, parce que s'il y a du vent, évidemment, ça ne va pas aimer ça. Des vols à l'intérieur, ça peut intéresser les espions. Hein, je pense que James Bond, s'il avait un truc comme ça, on aurait pu avoir un film supplémentaire. Mais ça peut aussi servir plus sérieusement à remplir des missions de sauvetage. Par exemple, pour rechercher des survivants, un endroit où un immeuble s'est effondré, des bâtiments à ruines, ou bien détecter des foyers d'incendie dans des bâtiments en feu, ou bien contrôler des structures difficiles à inspecter, comme des tuyaux, par exemple, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir des applications. Pour l'instant, vous pouvez imaginer que c'est de la technique et technologie vraiment très, très, très avancée. Ce n'est pas encore demain que tout ça sera tout à fait au point. Alors, on va augmenter la taille, et en passant aux drones, toujours dans le domaine militaire, aux drones de court rayon d'action. Alors, ces drones, ils ont des envergures entre 50 cm et 3 mètres. Et les militaires les appellent aussi drones du capitaine, c'est-à-dire le drone qui est fait pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la colline qu'on voit là devant. Pour l'armée de terre française, voilà les principaux critères de choix. Les principaux critères de choix sont que ce drone soit lancé à la main par un seul homme, qu'il puisse être transporté à dos d'homme, éventuellement en démontant les ailes, qu'il ait une certaine discrétion acoustique pour pas qu'on le repère trop facilement et qu'on risque de l'abattre, qu'au cas où il serait quand même abattu, qu'on n'ait pas perdu trop d'argent, donc que le coût ne soit pas trop élevé, que les capteurs d'observation qui vont faire les images soient stabilisés. Alors je dis ça parce que je me souviens qu'il y a quelques années, enfin il y a déjà au plus de 10 ans, on m'avait montré des images faites par un drone qui possédait une caméra qui était fixée sur le fuselage et puis fixée solidement, et puis le drone faisait des manœuvres comme ça. J'aime mieux vous dire que pour après inspecter les images, c'est assez difficile, puis vous avez vite mal au cœur, hein, ça c'est certain. Donc les capteurs doivent être stabilisés, c'est une évidence. Après ça, les images qui sont faites pour ces petits drones, c'est plutôt des images dans le domaine optronique, c'est-à-dire visible à infrarouge. Eh bien, il faut transmettre ces données en temps réel à une station sol qui est quelque chose qui ressemble à une valise ou à un ordinateur comme celui-ci. Alors, je vais vous montrer un exemple français qui est le Tracker. Alors, c'est un drone qui sert dans un programme qui s'appelle DRAX, qui veut dire drone de renseignement au contact.
Et c'est un drone qui a été développé par ce qu'on appelait Cassillon autrefois, c'est-à-dire Airbus Defence and Space, avec l'aide d'une filiale, je crois, qui s'appelle Surveycopter, qui a réalisé lui, le véhicule. Alors, voilà à peu près ses caractéristiques. Vitesse 60 km/h, c'est moteur électrique. Autonomie 2 heures. Ça commence à être intéressant, point de vue militaire, hein, pour aller regarder de l'autre côté de la colline, hein, on a le temps de regarder quand même. Fuselage 1,40 m de long, envergure 3,30 m, ça se démonte, ça pèse 8 kg, ça tient dans un sac à dos. Et puis vous voyez, là on voit la station au sol, vous voyez, ça ressemble à un ordinateur. Donc voilà tout ce que je dirais sur ce type de drone à court rayon d'action. On va augmenter les dimensions. Et on va passer au drone tactique. Alors ça, c'est une catégorie qui a fait depuis longtemps l'objet de nombreux développements dans plusieurs pays, en particulier en Israël. Assez peu aux États-Unis au début, parce que les États-Unis envisagent toujours des terrains d'action militaire beaucoup plus grands, donc nécessitent des drones beaucoup plus grands. Voilà. Alors, ces drones tactiques, quelles sont leurs caractéristiques ? Voilà, c'est toujours approximatif, hein, c'est pour pouvoir faire un classement. Alors, rayon d'action, 30 à 500 km. Altitude de vol, 200 à 5000 mètres. Vitesse, 150 à 700 km/h. Alors, pour être plus précis, 150, 160, 170 km/h, ce sont ceux qui ont des moteurs à piston. 700 km/h, c'est une catégorie assez rare, d'ailleurs, qui ont des turboréacteurs. En particulier le CL-289 qui a été utilisé par la France dans les conflits du Balkan était à turboréacteur. Endurance 2 à 8 heures. Ah, on commence à voir l'intérêt au point de vue militaire. Hein. Masse au décollage inférieure à 1 tonne. Alors, je vais vous prendre quelques exemples. Il y en a énormément dans le monde. Hein. Il a fallu que je fasse un choix. Alors, voilà le Sperver qui a été développé par la France, donc par Safran, la branche Sagem de Safran. Alors, c'est un drone qu'on a appelé aussi système de drone tactique intérimaire. Cela étant, Sagem en a fabriqué quand même 130, et ça a été pas mal exporté. C'est en service en France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark et au Canada. En particulier, au moins les Canadiens et les Français, et puis d'autres aussi s'en sont servis en Afghanistan. Alors, longueur 3,50 m, envergure 4,20 m. C'est propulsé par un moteur à piston qui a une hélice propulsive à l'arrière. On la devine un petit peu, tout à fait à l'arrière. C'est lancé par une catapulte. Et c'est ça comme performance, vitesse de croisière 170 km/h, plafond 4500 mètres et une endurance de 6 heures. Et alors celui-là, le Sperver, qui fait, je vous ai dit, 330 kg, je crois, je ne sais plus si je vous l'ai dit, il est récupéré au bout d'un parachute. Et là aussi, il a la technique d'utiliser un airbag pour le contact avec le sol. En plus, vous voyez sur la partie gauche, sur l'image de gauche, en dessous une boule. À l'avant, c'est la boule avec les instruments de mesure optroniques, visibles et infrarouges. C'est donc la partie noble, la partie coûteuse de ce drone. Et cette boule, elle peut rentrer dans le fuselage pour les phases délicates. Par exemple, au moment du catapultage, la boule peut être rentrée dans le fuselage. Puis dès que le drone est en vol, la boule sort et on fait les manips. Et évidemment, pour la phase de retour, quand on déclenche le parachute, et puis surtout que l'airbag à la fin, la boule est protégée et rentrée à l'intérieur. Donc c'est pas le marché des Airbus, hein, mais c'est quand même, je trouve, une assez belle réussite commerciale, hein, technique et commerciale. Plus de l'exportation. Bon, il a été utilisé d'abord dans les Balkans et puis en Afghanistan. La suite. Alors, la suite, je reviens à nos jours, actuellement. Actuellement, il y a une compétition pour choisir en France quel sera le futur drone tactique qu'on utilisera. Cette compétition, elle met
plusieurs compétiteurs à se battre, si je peux dire, ou qu'il faudra choisir. En haut, vous avez le Watchkeeper, c'est de Thales UK. C'est le véhicule lui-même, il est d'origine israélienne. Il est basé sur un véhicule qui s'appelle le Hermès 450, qui a été réalisé par la société israélienne Elbit Systems. Et puis Thales UK l'a adapté aux besoins de l'armée de terre britannique. Il est équipé non seulement de capteurs optroniques visibles et infrarouges, mais il est aussi équipé d'un radar à synthèse d'ouverture, capable aussi de détecter les cibles mobiles. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus d'avant-garde que, évidemment, les générations précédentes. Je crois qu'il est mis en service chez les Britanniques depuis 2011 ou 2012. Alors, bon, là, c'est un concurrent sérieux dans cette compétition, puisqu'il existe déjà chez nos alliés. Mais Sagem, qui fabriquait donc le Sperver, a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'expérience, propose le Patroller, que vous voyez en dessous. Alors, le Patroller, en fait, à l'origine, c'est un avion planeur. C'est un avion planeur qui a été équipé par Sagem, par un certain nombre d'équipements, pour se faire la main justement sur ce genre d'application au drone militaire. Et le fait qu'on puisse mettre un vrai pilote humain à l'intérieur, ça simplifiait les expériences quand il fallait les faire au-dessus de la métropole, puisque normalement on ne peut pas voler au-dessus de la métropole. Il faut des autorisations très, très, très spéciales. Et donc lui, le Patroller, puisqu'il y avait à bord un pilote, enfin tout au moins sur les premiers prototypes, un pilote dedans qui était capable de reprendre la main en cas de difficulté, ça simplifiait la mise au point. Donc voilà, une compétition pour laquelle un choix doit être fait, je crois, en 2015 par le ministère de la Défense. Et il est possible qu'il y ait un autre compétiteur présenté par Airbus, je crois, avec un drone américain. Voilà, donc à suivre. Donc là, on peut dire qu'on va s'équiper par du matériel quand même avancé. Juste un petit mot, là, sur les drones maritimes tactiques. Pour l'instant, en France, il n'y a que des expériences, mais pour vous dire que ce type de drone, alors là, ça requiert des technologies très, très avancées, parce qu'il doit non seulement disposer d'une autonomie, vous voyez, supérieure à celle d'un hélicoptère, mais être aussi capable d'apponter par gros temps sur une petite plateforme, sur une frégate ou quelque chose comme ça, en train de faire ça, parce que là, il y a un gros temps. C'est donc très délicat. Alors là, je vous en ai montré deux exemples. À gauche, c'est un drone hélicoptère qui s'appelle le Camcopter, qui est réalisé par une société autrichienne, qui n'est pas forcément très connue dans le milieu aéronautique, qui s'appelle Schiebel Industrie, enfin je ne sais pas très bien comment ça se prononce, ou Schiebel Industrie, qui a pas mal de succès commercial avec ce véhicule. Et d'ailleurs, la France a dû faire des essais il y a quelques années avec ce type de drone, et des essais ça se pose sur la frégate Montcalm il y a quelques années. Donc la marine nationale s'intéresse évidemment à cette application. Mais pour l'instant, c'est le stade des essais. À droite, c'est un drone américain qui est un drone qui s'appelle le Fire Scout de Northrop Grumman. C'est un drone qui est plus gros que celui de gauche. Il doit faire celui-là 1 tonne 100, 1 tonne 200. Il a une autonomie de 6 heures et un rayon d'action de 240 km. Il y a même aussi une version qui s'appelle Eagle Eye de Bell, qui est un convertible. Bon, là, je n'ai pas mis la photo parce qu'il y en a suffisamment. Voilà. Donc, retenons que ça, ce n'est pas de la tarte à étudier et à réaliser. On continue. Voilà. Alors maintenant, on va parler des drones mâles. Donc, je précise bien que ça n'a absolument rien de sexiste. Et vous verrez qu'à la fin, dans ma conclusion, je corrigerai d'ailleurs. Mâle, ça veut dire moyenne altitude, longue endurance. Et en plus, c'est le même sigle qu'on l'utilise en français et en anglais. Voilà. Alors, ces drones sont un peu plus gros, et on peut dire que les Américains, ils ont conçu d'emblée des systèmes qui soient à la dimension de leur théâtre d'opération.
non seulement pour des missions de reconnaissance et de désignation d'objectifs, mais aussi pour des missions d'attaque à des objectifs au sol. Alors, ces drones mâles, voilà à peu près leurs caractéristiques. Rayon d'action 500 à 1000 km, envergure 10 à 20 mètres, altitude de vol 5000 à 12 000 mètres, vitesse 180 km/h comme toujours parce que c'est moteur à piston, ou 450 km/h parce que ce serait turbopropulseur. Alors voilà l'élément clé, endurance 12 à 48 heures. Et c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt militaire considérable de ce type de drone. Comparons ça avec l'endurance même d'un avion ultra moderne, d'un Rafale avec son pilote, il ne fera pas une endurance de ce genre-là, bien sûr, loin de là. Masse au décollage de ce type de drone, 1,5 tonne à 5 tonnes. Alors je vais vous en montrer que deux exemples, mais enfin qui sont caractéristiques. Alors d'abord, je voulais vous montrer le Harfang. Alors là, le Harfang, c'est un drone qui équipe l'armée de l'air française. Alors, ça s'est appelé aussi système intérimaire de drone mâle. C'est un peu embêtant, en France, on a fait beaucoup dans ce domaine-là, des trucs intérimaires, puis après on a arrêté, et puis on recommence autre chose. Bon, ça c'est un peu dommage depuis 15-20 ans, mais enfin c'est comme ça. Bref, ce drone a été développé par ce qui s'appelait EADS Cassidian, donc qu'on appelle maintenant Airbus Defence and Space. Le véhicule est un véhicule, c'est un Héron, je crois bien. Oui, c'est ça, qui est donc d'origine israélienne. Donc le véhicule et puis le calculateur de bord est d'origine israélienne. Et puis c'est Airbus donc, qui l'a transformé pour l'adapter aux besoins de l'armée de l'air française. Alors, il est propulsé par un moteur à piston turbo-compressé qui doit faire 115 chevaux avec une hélice qui pousse, qui est à l'arrière. Ce que vous voyez surtout, c'est cette sorte de bulbe à la place du cockpit, cette bulbe grise. En fait, c'est un radome derrière lequel il y a une antenne, une grosse antenne, genre 60 cm de diamètre, quelque chose comme ça, peut-être plus, je ne sais plus très bien. C'est l'antenne satellite, donc qui regarde évidemment vers le haut. Donc celui-ci reçoit les ordres par l'intermédiaire de satellites et transmet toutes les images par satellite. Lorsqu'il y a des missions qui sont faites par l'armée de l'air, il faut louer des canaux, souvent sur les satellites civils, en cryptant évidemment les informations qui sont transmises. Alors, ce drone, je vous ai dit, sa vitesse maximale, puisqu'il est moteur à piston, 180 km/h, c'est-à-dire qu'il est un peu lent. Et ça a gêné au moment des opérations libyennes. Parce que le temps qu'ils viennent depuis la Corse jusqu'en Libye, il n'avait pas beaucoup de temps au-dessus de la Libye pour faire des opérations. Il fallait vite qu'ils repartent. Les drones américains, de ce point de vue-là, les Français ont vite vu que les drones américains avaient des performances nettement supérieures. Cela étant, l'armée de l'air en a eu 4 exemplaires comme ça, 2 stations sol, s'en est servi avec beaucoup d'efficacité en Afghanistan, et puis récemment au Mali. Au moment des premières opérations au Mali, c'était 2 de ces drones qui étaient basés, alors ils étaient peut-être au Mali ou ils étaient au Niger, je ne sais plus très bien, mais qui ont fait beaucoup d'opérations très très utiles évidemment pour les gens qui étaient au sol. Son autonomie, 24 heures. Masse maxi au décollage 1200 kg, il part d'une piste, vous voyez, on voit les roues en dessous. Plafond 7000 mètres. Il a comme capteur optronique, visible infrarouge et aussi un radar SAR avec possibilité de détection des cibles mobiles. J'oublie de dire, c'est un drone qui n'est pas armé. D'ailleurs, j'en reviendrai, les drones français ne sont pas armés et ne seront pas armés dans les années qui viennent. C'est un choix qui a été fait. Alors, le suivant, alors lui, il est différent. C'est un drone américain qui s'appelle le Reaper, qui a succédé au Predator. Le Predator, c'était la première version. Le Reaper, c'est une version plus perfectionnée. Par rapport au Predator, il est propulsé par turbopropulseur, réalisé par une société américaine qui fait presque que ça, qui s'appelle General Atomics.
Son envergure, 20 mètres. Sa longueur, 11 mètres. Sa masse maximale au décollage avec les armements, 4 tonnes 7, 4 tonnes 8. Autonomie, 30 heures. Plafond, avec cette envergure très large, plafond 15 000 mètres. Et vitesse maximale, 440 km/h. Alors, il est équipé, lui aussi, de capteurs optroniques visibles infrarouges et de radars SAR MTI, c'est-à-dire avec des détections de cibles mobiles. Par rapport au Harfang, c'est plus perfectionné. C'est la même catégorie, si vous voulez, mais avec beaucoup plus de... C'est plus perfectionné. Et enfin, il peut être armé, comme vous le voyez sur ce dessin, soit de missiles anti-chars qui s'appellent Hellfire, soit de bombes à guidage laser. Ce sont ces drones dont on parle plus ou moins pudiquement de temps en temps, qui font des opérations en Afghanistan, débordant de temps en temps un peu sur le Pakistan, ou bien au Yémen, pour détruire des djihadistes, voire de temps en temps avec quelques dégâts collatéraux, comme on dit pudiquement. Donc c'est un véhicule très, très performant, et c'est ça que la France a acheté il y a 1 an et demi. On a dû en commander une dizaine ou une douzaine, et on en a reçu 2 il y a 1 an, qui ont été emmenés immédiatement pour les opérations au-dessus du Mali et de la République centrafricaine. Je crois qu'ils sont logés à Niamey, aux environs de Niamey. Et je crois que la France en est très très contente. Je crois qu'ils sont depuis 1 an, ils ont déjà quelque chose comme 2000 ou 2500 heures de vol déjà. Ils sont non armés les nôtres, hein. Donc c'est pas celui-là, hein. C'est le même mais sans armement. Voilà pour les drones mâles, cette catégorie qui est techniquement ambitieuse. Alors on continue, on augmente la taille. Alors on peut chercher, si vous voulez, à élargir... Attendez où j'en suis. Oh, mais il faut que j'aille plus vite. À élargir les missions des drones mâles en termes de rayon d'action, d'endurance, d'altitude maximale ou de capacité d'emport. Et on arrive donc à la catégorie des drones HAL. HAL, ça veut dire haute altitude, longue endurance. Même sigle en français et en anglais. Alors un drone HAL, dont les dimensions se rapprochent de celles d'un avion civil, il est capable d'aller à 7000 ou 8000 km en une journée en volant à très haute altitude, c'est-à-dire au-dessus de l'ensemble du trafic aérien, qu'il soit civil ou militaire. Ça simplifie, hein. Et en emportant une charge utile de 1 à 2 tonnes. Bon, il est vrai que lorsqu'il décolle, il peut avoir à croiser le trafic aérien, et lorsqu'il vient se reposer, voilà, il faut faire attention. Mais là-haut, à 20 000 mètres, il ne gêne personne. Alors, il n'y en a qu'un exemple, finalement, dont les Américains possèdent une quarantaine d'exemplaires, je crois, il s'appelle le Global Hawk. Alors, le Global Hawk, c'est ce drone que vous voyez de Northrop Grumman, envergure d'un Boeing 737, propulsé par turboréacteur, autonomie 36 heures, à une altitude de 20 000 mètres. Il a donc beaucoup servi déjà, je vous ai dit, au moment des conflits irakiens, et puis un peu partout. Il existe depuis longtemps, puisqu'en avril 2001, donc il y a déjà 13 ans, il avait fait un vol direct de Californie jusqu'en Australie. Puis en octobre 2003, un vol direct depuis la Californie jusqu'au nord de l'Allemagne, quand l'Allemagne s'intéressait à ce type d'engin. Après, ils ont abandonné. Il est très perfectionné, il emporte énormément de matériel, quelque chose comme 2 tonnes, je crois, de capteurs divers et variés. Il a besoin de plusieurs satellites, compte tenu du nombre de mesures qu'il est capable de faire à la fois. L'heure de vol doit être très coûteuse probablement. Et ce que je dirais aussi, c'est que c'est... Alors je pense qu'il y a quand même des gens qui sont au moins aussi âgés que moi dans la salle. C'est le successeur du U-2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le U-2, cet avion espion que les Américains utilisaient pour espionner l'ex-URSS. Et un jour, il y en avait un qui avait été abattu par la défense solaire soviétique. Et le pilote avait été sauvé, il s'appelait Gary Powers. Il avait sauté en parachute, et je crois que c'est à ce moment-là que Khrouchtchev avait fait un drame épouvantable aux Nations Unies. Il avait même pris sa chaussure, il avait tapé sur une table, et tout le monde était persuadé que c'est la 3e guerre mondiale qui allait venir.
Bref, le Global Hawk, c'est au fond le successeur du U-2. Il possédait le record du monde de durée, mais il a été battu par un drone un peu folklorique que je vous montrerai. Alors, pour terminer donc, sur les drones militaires, les UCAV. Alors, évidemment, pour compléter cette panoplie de drones, il ne restait plus qu'à les équiper d'armements adaptés afin de leur confier, comme aux avions pilotés, des missions d'attaque au sol. Alors, le premier UAV armé utilisé au combat, c'est le Predator, qui est de General Atomic, équipé de missiles anti-char Hellfire, qui a été utilisé, je crois que c'était en novembre 2002 au Yémen. On en avait parlé dans les journaux parce que c'était la première fois qu'un drone tirait sur un 4x4 dans lequel il était censé y avoir 4 dangereux terroristes et donc qui ont été donc abattus par le Predator armé de missiles. C'est la première fois qu'on a entendu parler. Mais les véritables UCAV, c'est-à-dire Unmanned Combat Air Vehicle, ce seront des aéronefs techniquement beaucoup plus ambitieux et qui pourraient remplacer les avions de combat pilotés pour certaines missions. Alors, en voilà une image. Je vais vous montrer à gauche, c'est un UCAV américain, et à droite, c'est un UCAV européen. Donc, à gauche, c'est le Northrop Grumman X-47B. Alors, cette UCAV, il est grand, il a les dimensions d'un gros avion de combat. Longueur 12 mètres, envergure 19 mètres, masse maxi au décollage 20 tonnes, vitesse haut subsonique, premier vol en février 2011. Et depuis, je crois qu'il a déjà démontré qu'il pouvait se poser sur porte-avions et décoller de porte-avions. Alors, ce que vous voyez sur ces deux silhouettes, je vais parler du Neuron, bien sûr, après, c'est les formes très curieuses qu'ils ont, qui sont formes assez belles, qui ressemblent à des poissons, à des raies. Et ces formes sont destinées essentiellement à réduire la signature radar et aussi la signature infrarouge pour qu'ils soient peu détectables lorsqu'ils font des missions d'attaque au sol, éventuellement à basse altitude, sans voler à des vitesses supersoniques. Donc ce qui est important, c'est qu'ils aient une faible signature pour pas qu'ils soient détectés. Donc voilà le Northrop Grumman. Et de l'autre côté, donc c'est le Neuron. C'est un programme qui a été lancé en février 2006 par 6 pays européens, la France, la Suède, la Grèce, l'Espagne, l'Italie et la Suisse. Il y a un maître d'œuvre, c'est Dassault Aviation, et 6 industriels, 1, 2, 3, 4, 5, 6 industriels associés qui sont les industriels des différents pays que j'ai cités tout à l'heure. C'est un programme de démonstrateurs qui s'est très très bien déroulé dans les délais et au point de vue technique avec des bons résultats. Alors qu'est-ce que c'est que ce prototype? Il est beaucoup plus petit que l'autre. Masse au décollage, quelque chose comme 6 à 7 tonnes, envergure 12 mètres, des dimensions, je vous montrerai tout à l'heure, comparables à un avion de combat. Ah oui, alors une particularité, c'est qu'il a des armements, il est capable d'emporter 2 bombes de 250 kg en soute. Ça, c'est une nouveauté pour nous, les Français. Les avions de combat, que ce soit les Mirage ou les Rafales, tous les armements, bombes ou missiles, sont sous la voilure ou sous le fuselage, ce qui a des inconvénients. Là, les armements sont en soute, ce qui permet d'avoir des surfaces plus lisses et donc c'est plus discret au point de vue signature radar. Il a déjà volé à Istres. Il est basé à Istres pour ses vols, ou bien en Suède, au nord de la Suède, ou bien en Italie, en Sardaigne, donc dans les 3 pays qui sont impliqués dans ce programme. Alors, je vais vous montrer pour le Neuron ses dimensions par rapport aux dimensions d'un Mirage 2000. Donc voilà les dimensions, vous voyez, c'est le même genre. C'est les dimensions d'un avion de combat léger comme les nôtres, quoi. Masse maximale 7 tonnes. Il utilise un turboréacteur à Dour existant et Mach Maxi 0,8. Donc, voilà, du classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est sa surface radar. Alors,
ne comptez pas sur moi pour vous dire quelle est sa surface radar. D'une part, c'est classifié, d'autre part, bien entendu, je ne sais absolument pas quelle elle est. Mais par contre, pour vous donner une idée, je vais vous montrer l'image suivante, où on va comparer des dimensions qui pourraient être la signature radar du Mirage 2000 et celle du Neuron en comparaison. Voilà, vous le voyez le Neuron, hein? Tout le monde le voit? Voilà, à comparer à ça. Donc ça donne une idée, sans chiffre bien sûr, de l'effort qui est fait. Voilà pour ce beau programme. On va passer aux applications civiles. Alors, en plein essor, le domaine des drones civils est en train de constituer une nouvelle filière industrielle, dynamique, potentiellement créatrice de croissance et d'emplois. Enfin, mais voyons les dimensions. En France, ce secteur fait travailler environ 3000 personnes, essentiellement dans des petites et moyennes entreprises ou même des très petites entreprises. Certaines ont 2, 3, 4, 5 personnes. Pour un chiffre d'affaires modeste, qui est évalué en France à peu près entre 50 et 100 millions d'euros. Et c'est en priorité pour un marché de fourniture de données et de services. On pense toujours aux véhicules. J'allais dire, le véhicule, il est accessoire. Bon, j'exagère, bien sûr. Ce qui compte, c'est les techniques pour fournir des données et des services à des clients. Voilà une des grosses différences entre les drones militaires et les drones civils. Le marché des drones militaires, c'est un marché de demande. C'est un marché de demande. Les militaires veulent telle et telle caractéristique. Le marché des drones civils, c'est un marché d'offres. Hein, d'offres comme l'automobile, comme les savonnettes ou le dentifrice. Hein, c'est plus ça. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. Certaines sont tirées d'un colloque que j'ai organisé l'année dernière, pas tout seul, hein, avec l'aide de pas mal de personnes dont certaines sont ici dans la salle. C'est un colloque qui s'appelait « Présent et futur des drones civils » que l'Académie de l'air et l'espace, dont je fais partie, a organisé avec la 3AF, dont je fais partie aussi, au mois de novembre 2014. Alors ce colloque s'est tenu dans un grand amphithéâtre de la DGAC, Direction Générale d'Aviation Civile à Paris, et il a été retransmis en direct à l'ENAC, donc dans un des amphis de l'ENAC, c'est peut-être le grand amphi de l'ENAC, et puis il a été retransmis aussi dans tous les centres de la Direction Générale d'Aviation Civile, c'est-à-dire là où il y a les contrôleurs aériens, un peu partout en métropole et en outre-mer. On a eu du succès c'est un peu comme là. Et non, c'était pire parce qu'on était obligé 15 jours avant de stopper les inscriptions parce qu'on n'avait pas assez de place. Bref, c'est un sujet qui plaît. Et d'ailleurs, vous voyez en dessous, vous avez la liste des sponsors que j'ai eus, dont un certain nombre nous ont donné des sous pour réaliser ça. Vous voyez que ça intéressait pas mal d'industriels. Alors, voilà déjà, dans ce domaine civil, les types de drones qui sont utilisés. Ça, c'est la Fédération professionnelle du drone civil qui m'a passé cette slide. Bon, ça date de octobre 2013, mais ça vous donne une idée. Vous voyez que dans ce domaine, il y a une majorité de voilures tournantes, hein, parce que les expérimentations sont faites à faible distance. Hein. Il y en a à voilure fixe et quelques ballons. Retenons majorité de voilures tournantes. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce ne sont pas des jouets. Un jouet, je crois, comme les drones Parrot qu'on peut acheter à la FNAC, moi j'en ai pas, mais je crois que ça coûte 300 ou 400 euros. Peut-être certains parmi vous en ont. Ces drones qu'on pilote avec un smartphone ou un iPad, c'est la gamme de prix, je crois, 300-400 euros. Donc, par contre, lorsqu'on veut en faire un métier, il faut un certain nombre d'équipements. Et donc, vous voyez que ça coûte plus cher. Depuis un petit drone multirotor avec une charge utile de 1 kg, tout simple, il faut compter entre 3 000 et 10 000 euros. Et si vous voulez un drone hélicoptère capable de porter 25 kg, eh bien, il faut compter 100 000 à 200 000 euros. Donc, vous voyez que ce ne sont quand même pas des jouets.
Maintenant, quelques idées d'application qu'on peut envisager. Alors, je vais commencer par celle-là. Celle-là, c'est l'utilisation par l'ONERA d'un drone hélicoptère. Ce drone hélicoptère qui est fabriqué par Yamaha. Yamaha en a fabriqué plus de 2000 déjà. Ils sont très utilisés, en particulier par les agriculteurs au Japon, parce que je crois qu'au Japon, on a le droit de répandre des produits chimiques au-dessus des champs. Enfin, comment ça s'appelle les produits chimiques, enfin, pardon. Oui, c'est ça, voilà. On a le droit. Je crois que chez nous, on n'a pas le droit, hein, ou c'est très réglementé. Bref, l'ONERA a acheté un drone comme ça pour faire des expérimentations. Parce qu'il existait, c'était assez pratique. Et alors, ce que je citais, là, c'est un projet qui s'appelle RESAC, on voit le nom à l'avant, ce qui veut dire Recherche et sauvetage par système autonome coopérant. Et c'est un système à forte intelligence embarquée qui conférait à cet hélicoptère un haut niveau d'autonomie et qui lui permettait de réaliser de façon entièrement autonome des missions complexes qui peuvent déboucher par exemple sur le sauvetage d'un homme en perdition dans un endroit hostile et mal connu. Voilà un exemple. Je vais d'abord commencer par quelques exemples. Deuxième exemple évident, c'est qu'il y a quelques années, il a fallu quand même surveiller l'état des piles du viaduc de Millau, ce magnifique viaduc. Les piles sont de belle taille. S'il fallait, pour vérifier qu'il n'y a pas de fissures dans le béton, installer des échafaudages, merci. Donc ça a été fait évidemment avec un drone hélicoptère qui fait des images extrêmement précises. Alors pour un coût, j'aime mieux vous dire, qui est vraiment réduit. Là, ça saute aux yeux l'intérêt. La suivante aussi, ça saute aux yeux. C'est un drone de type avion qui a été utilisé par les Japonais pour photographier la centrale nucléaire de Fukushima au moment où elle a explosé. Les différents réacteurs ont explosé. Et voilà le genre de photos qu'ils ramenaient. Ils pouvaient descendre bas, il n'y avait pas personne à bord. Donc d'excellentes photos, bien sûr. Utilisation, intérêt évident. Donc on sent, j'ai cité quelques exemples, j'en pourrais en citer 50, variés, on montre qu'il peut y avoir un intérêt. Alors maintenant, regardons quels sont les marchés qu'on peut envisager pour ces drones civils. Alors, à ce jour, le marché, c'est à 90%, c'est basé sur des prises de vue. Et en particulier, France Télévisions. France Télévisions utilise énormément les drones, peut-être que vous ne le savez pas. Là, j'ai une liste de quelques émissions dans lesquelles on utilise des drones régulièrement. Alors, je ne les connais pas toutes. Le jardin préféré des Français, le plus beau village de France, Faut pas rêver, Des racines et des ailes, ça sautait aux yeux. Moi, c'est une émission que je suis régulièrement. Quand on voit qu'il y a des images d'un château qui sont faits de tout près en tournant autour, on se doute bien que ce n'est pas un hélicoptère. Voilà. Des racines et des ailes. Le Tour de France. Pour le Tour de France, il n'y a pas que des hélicoptères. Ils utilisent des drones. Et je me souviens aussi que pour les Jeux Olympiques de Sotchi, que je regardais à la télévision, quand il y avait des compétitions de ski de fond, que je regardais à la télévision, on voyait l'ombre du drone là, qui suivait le coureur. Donc, beaucoup d'utilisation. Voilà. Mais maintenant, ça évolue, et ça doit évoluer vers la fourniture de données bien triées, données intelligentes et de diagnostics couvrant des domaines variés, comme la surveillance des grands réseaux, les voies ferrées, les oléoducs, gazoducs, lignes électriques, l'agriculture et l'environnement. De tout ça, je vais vous montrer des exemples. La cartographie et le monitoring des chantiers, carrières, mines. La construction d'une voie ferrée pour le TGV, poursuivre le chantier sur des dizaines de kilomètres. Ça se fera. Diagnostic de l'état des bâtiments, construction, ouvrage d'art, je vais vous en montrer des exemples. Alors, voilà par exemple une entreprise qui s'intéresse énormément aux drones, c'est la SNCF. La SNCF pour plusieurs raisons. Là, vous voyez ça, pour surveiller par exemple l'état de la végétation le long des voies. Donc la SNCF doit avoir 30 000 km de voies, quelque chose comme ça, et il y a souvent des arbres, des arbustes tout autour, c'est évident, qui poussent, qui peuvent
pencher quand il y a du vent, taper dans les caténaires, etc. Il faut évidemment surveiller ça. Alors, le SNCF utilise des drones parce que avec des équipements alors particuliers, des drones qui travaillent dans plusieurs bandes optroniques, ça permet de savoir quel est l'état de la végétation. À l'endroit où c'est en train de pousser, il faut qu'on fasse attention. À l'endroit où il va y avoir des branches mortes, à l'endroit où il y a un tronc qui est en train de se pencher, surtout en comparant des images sur plusieurs années, par exemple. Et donc ça permet de gagner de l'argent parce qu'ils n'enverront des équipes pour tailler cette végétation qu'aux endroits où c'est nécessaire et non pas de parcourir les 30 000 km. Donc c'est dans un but économique. Il faut que ce soit ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est un marché de l'offre. Il faut que le client, ça lui rapporte quelque chose. Deuxième exemple de la SNCF qui est évident, la SNCF possède 3000 ouvrages d'art. Ponts, viaducs, en béton, en pierre, en métal, sur lesquels passent des trains. Donc ça les secoue. Donc il faut évidemment avoir des équipes qui vont vérifier l'état régulièrement. 3000, il y en a. Bon, ben maintenant la SNCF commence à le faire avec des drones. Plutôt que d'avoir des gens, des acrobates en plus, qui se pendent pour aller voir sous le viaduc, par exemple, eh bien avec le drone, il peut y aller. Et le drone, il est capable, dans du béton, de repérer des fissures qui font moins de 1 millimètre. Donc voilà, pour illustrer le besoin de la SNCF, et ce qui explique que, d'ailleurs, dans mon colloque, mon plus gros sponsor financier, c'est la SNCF. Ça prouve bien qu'ils s'intéressent. Autre application, je passe tout à fait à autre chose. Ce sont des slides que m'a passé Bouygues, qui était à mon colloque, ça provient de mon colloque d'ailleurs. Inspection d'éoliennes. Bon, les pales des éoliennes, elles s'usent parce que avec la pluie, avec la grêle, avec les oiseaux qui viennent se cogner dessus, eh bien, et surtout à l'endroit où ça va le plus vite, donc en extrémité de pale, ben, si on veut vérifier ça sur ces immenses éoliennes, c'est coûteux. Il faut prévoir des échafaudages ou des trucs comme ça. Et ben, Bouygues fait ça et va faire ça avec des drones. Hein, une autre application aussi de Bouygues énergie et services. Vous savez qu'on fait attention en France aux déperditions calorifiques dans les maisons, les immeubles, et il faut repérer où sont les pertes calorifiques et quels sont les endroits qu'il faut isoler. Il faut faire ça assez intelligemment. Vous voyez deux images, une maison à droite et un immeuble à gauche. Comment est-ce que fait Bouygues pour l'instant? Je prends l'immeuble qui est en bas à gauche, là, violet. Il faut quand même avoir quelques échafaudages sur lesquels on va monter des instruments de mesure pour faire des mesures assez précises. Donc Bouygues s'intéresse à l'utilisation de drones, évidemment, équipés de capteurs capables de faire des images à infrarouge. Alors à ce moment-là, il suffira de demander à la police, vous bloquez la circulation pendant 2 heures devant l'immeuble, et je fais mes expérimentations avec un drone. Là aussi, on voit l'intérêt qui est financier. Donc si Bouygues s'intéresse à ça, c'est bien qu'il espère y gagner. Dans le domaine agricole, alors dans le domaine agricole, il y a depuis longtemps d'ailleurs beaucoup d'utilisation de drones. Alors, 2 exemples. Vous avez un grand champ avec des céréales, par exemple, dans lequel vous craignez qu'il y ait des mauvaises herbes. Ou bien, si le champ est très grand et qu'il y a déjà des choses qui poussent, ou bien vous allez envoyer des gens qui vont aller partout, qui vont piétiner d'ailleurs, pour essayer de voir où sont les mauvaises herbes, les arracher, et ça va utiliser du monde, et ça va être coûteux. Là, l'organisme agricole qui fait ça utilise un drone qui a donc des capteurs qui travaillent dans plusieurs bandes spectrales, et qui permet facilement de repérer où sont les mauvaises herbes. Et donc, il n'y a plus qu'à envoyer des gens là où il y a les mauvaises herbes pour les enlever. Une autre application qui est ici, c'est un champ avec des pommiers. Et là, l'agriculteur, il s'intéresse à l'état de ces pommiers
pour repérer ceux qui marchent bien, qui poussent bien, qui m'ont donné des pommes, ceux qui ont des branches qui sont pourries, qui serait bon de les élaguer, et aussi de repérer là où l'eau arrive bien, par exemple avec du goutte à goutte ou autrement, ceux qui sont bien arrosés, ceux qui ont trop d'eau et ceux qui en manquent. Eh bien, le drone permet, là aussi, de repérer les endroits où il faut intervenir. Donc, c'est dans un problème, c'est pour un critère de coût-efficacité. Voilà, alors, j'aurais pu en citer encore beaucoup d'autres applications, mais enfin, je pense que vous sentez les applications potentielles dans ce domaine civil. Alors, un petit mot de la Fédération professionnelle du drone civil. En avril 2012, la Direction générale de l'aviation civile a fixé un cadre réglementaire très précis dont je vous parlerai tout à l'heure. Ça a été le vrai départ des activités commerciales. C'est comme pour l'automobile, c'est comme pour l'aviation. Si on veut se lancer là-dedans, au début de l'automobile, il y avait sans doute, on pouvait conduire où on voulait, comme on voulait. Puis rapidement, il a fallu un permis de conduire et puis des panneaux, sens interdit, etc. Bon, eh bien, l'aviation, évidemment, c'est pareil. Et là, pour les drones, c'est indispensable qu'il y ait une réglementation pour pouvoir engager des activités commerciales à coup sûr. Eh bien, donc, ces arrêtés, la France a bien joué là, dès 2012. Et donc, en juin 2013, il y a eu tout de suite la création d'un sorte de syndicat qui est la Fédération professionnelle du drone civil, suite au Salon du Bourget de 2013. Et actuellement, il y a plus de 300 adhérents actifs professionnels parmi environ 1000 sociétés qui sont en France. Donc c'est un club qui est vraiment tout à fait important et très utile. Voilà un slide donné aussi par la Fédération professionnelle du drone civil. Actuellement, en France, il y a à peu près 1 millier d'exploitants pour 2000 drones environ. Donc il y a une certaine explosion, vous le voyez, la forme de la courbe. Réglementation française de la DGAC. Donc il y a eu en avril 2012 deux arrêtés, l'un qui était relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent. Donc c'est comme pour l'aviation civile. Il fallait une réglementation, enfin c'est comparable, disons. Puis le deuxième arrêté est relatif à l'utilisation de l'espace aérien. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, voilà ce qui a été créé de façon très très pragmatique. Des scénarios ont été prédéfinis par la Direction générale de l'aviation civile. Je ne vais pas vous les décrire. 4 scénarios qui vont du plus simple au plus complexe. Alors, je vais présenter les 2 premiers. Scénario S1, c'est lorsque l'on veut faire une expérimentation en ayant le drone en vue, à moins de 100 mètres du pilote, le drone volant en dessous de 150 mètres d'altitude, hors zone peuplée et pesant moins de 25 kg. Donc c'est là où les autorisations pour faire du boulot sont le plus simples. C'est là qu'il y a le moins de danger. L'autre extrémité, c'est le scénario S4. Peu d'industriels l'ont déjà en France, l'accès à ce scénario. C'est lorsque l'on veut faire des opérations hors vue, c'est-à-dire par exemple aller surveiller, parce que je citais tout à l'heure, un chantier de ligne TGV, le surveiller les travaux sur 20 km. Avec un drone, cette fois-ci, ce n'est pas un drone hélicoptère, c'est un drone de type avion. Donc, scénario hors vue, à plus de 1000 mètres, hors zone peuplée tout de même, en dessous de 150 pieds, en dessous de 50 mètres d'altitude. Le drone, avec son équipement, doit peser moins de 2 kg. Vous voyez, c'est pas facile. Hein. Et il y a évidemment une analyse de sécurité spécifique, des autorisations particulières à avoir. Voilà, 4 scénarios, les autres sont intermédiaires. Donc c'est déjà bien défini, et ça c'est indispensable, si on veut que ça se développe. Alors, y a-t-il des freins au développement de ces drones? Quelques-uns. Bon, la réglementation, oui et non. C'est à la fois positif et ça peut être gênant. Bon, je ne vais pas en dire plus. Un frein, c'est le manque de retour d'expérience. C'est-à-dire que la Fédération professionnelle des drones civils, elle se plaint de ce que ses adhérents et puis les autres ne lui disent pas, ne donnent pas des informations sur les difficultés qu'ils ont eues, difficultés techniques ou de tous ordres.
parce qu'on en tire toujours quelque chose de ces expériences. C'est exactement comme pour l'aéronautique, hein. On recherche des informations lorsqu'il y a des expériences difficiles. Un frein au développement, ce serait si un jour il y a un accident, c'est-à-dire un drone de 25 kg qui tombe de haut sur la tête de quelqu'un. Ah ben là, on en parlera dans les journaux, hein. Les problèmes de sûreté, d'attentats des vols. Alors là, je ne vais pas m'embarquer sur les drones qui survolent les centrales nucléaires ou les drones qui survolent l'Élysée il y a 2 jours, je crois. Bon, vous êtes capable de répondre aussi bien que moi. Frein au développement, c'est le respect de la vie privée. Là, il y a quelque chose à surveiller, hein, à surveiller. Et là, j'avais invité le secrétaire général de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui a fait un exposé extrêmement clair en disant les lois, elles existent déjà, et il faut les faire respecter. Alors, on a déjà eu une retombée de notre colloque, c'est-à-dire que où est-ce que j'ai mis ça ici, la DGAC... on en a parlé pendant le colloque. On se disait, lorsqu'on vend des drones de loisirs à la FNAC, les parottes ou ces trucs-là, dans la boîte, en dehors du drone, il y a un mode d'emploi. C'est tout ce qu'il y a. Et maintenant, on voudrait exiger qu'il y ait en plus quelque chose expliquant le respect de la vie privée. Alors, cette fiche, elle vient de sortir, la DGAC, là, c'est tout frais. Hein, ça s'appelle « Règles d'usage d'un drone de loisirs ». Et on va demander que ce soit dans les boîtes qui sont vendus partout. Alors, il y en a 10 règles, 10 principes pour voler en conformité avec la loi. 1, je ne survole pas les personnes. 2, je fais toujours voler mon drone à une hauteur inférieure à 150 mètres. 3, je ne perds jamais mon drone de vue. 4, je n'utilise pas mon drone au-dessus de l'espace public en agglomération, etc. etc. 8, je respecte la vie privée des autres. Bon, bref, c'est déjà une retombée de notre colloque. Et enfin, un des points alors là, qui est gênant en France, c'est qu'il y a un manque de financement. Les opérateurs de drones s'en plaignent par les sociétés de capital risque ou les banques qui sont un peu timides dans ce domaine-là. Et actuellement, c'est un peu dommage parce que la France a une certaine avance. Hein, le nombre d'opérateurs qui existent, les réglementations qui ont été créées en 2012 par la DGAC, on a de l'avance. Hein. Plus qu'aux États-Unis dans ce domaine-là. Mais les États-Unis, ce qu'on voit, c'est que par contre, il y a des gens qui financent. Hein, et donc, on est persuadé que ça va démarrer en flèche aux États-Unis. Ben, il faudrait qu'on soit dans la course quand même. Et là, il y a de la timidité, hein, en France sur ces problèmes-là. Alors, bon, je sais bien que la situation économique n'est pas forcément terrible, mais enfin, il y a des risques à prendre quand même, hein, et qui peuvent peut-être rapporter gros. Facteur de progrès. Améliorer la réglementation française, c'est-à-dire en gros aller plus loin, plus haut, plus lourd, mais en tenant compte des stratégies de la Commission européenne, parce que si on veut que même nos opérateurs français puissent exporter leur savoir-faire dans les autres pays, il faut connaître les réglementations, et puis on intéresse que ce soit les mêmes, bien sûr, hein, et puis aussi aux États-Unis. Facteur de progrès, c'est pas tellement que ces drones utilisent des équipements développés pour le Rafale ou pour un Airbus. Hein. C'est plutôt d'utiliser des équipements électroniques qui sont ceux qu'il y a sur le GPS des voitures, sur les iPads, sur les smartphones, etc. Il faudra aussi, alors ça c'est plus à moyen terme, développer des systèmes sense and avoid. Sense and avoid, ça veut dire détecter et éviter. Si on veut que les drones un jour puissent, je parle des applications civiles, mais militaires aussi, hein, si on veut qu'ils puissent voler en métropole et s'intégrer correctement avec la circulation, se balader du côté de Blagnac ou des choses comme ça, il faut qu'ils aient un équipement particulier qui remplace les capacités du pilote humain à bord. Donc avoir des systèmes sense and avoid, détectés, donc des systèmes optroniques essentiellement, peut-être radar, qui permettent de bien voir, tiens, il y a un Airbus devant, j'en suis sûr, détecter, et deuxièmement, avoid, éviter, donc savoir exactement quelle est la manœuvre, comme un pilote d'avion, hein, quelle est la manœuvre que doit effectuer mon drone. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'est pas de la tarte hein, de développer de ça, et donc il y a pas mal d'industriels qui travaillent dessus, mais ce sont les conditions à remplir de façon indispensable pour qu'un jour, ça puisse voler comme les avions civils.
Bon, facteur de progrès, améliorer le traitement des données pour satisfaction des clients, ça je l'ai dit, si vous voulez, ce n'est pas tellement le véhicule qui compte, c'est ce qu'on fournit aux clients. Et puis améliorer la formation des télépilotes, et bon, ça il y a beaucoup d'actions qui sont en cours à la DGAC. Je suis un peu en retard, donc il faut que j'accélère. Comparaison drone-satellite, je saute. Hein. Si vous avez des questions, je saurai y répondre. Ou si je ne sais pas, je vous montrerai ça. Pour rêver, quelques concepts prospectifs. Alors, rapidement, d'abord des drones ravitailleurs. On peut imaginer que, comme avec les Airbus, un drone Global Hawk puisse ravitailler en vol un autre Global Hawk, sachant qu'ils ont déjà une autonomie de 36 heures, ça leur laisse du temps en l'air éventuellement. Autre application, ça c'est un drone déjà qui a quelques années, oui, au moins 10 ans, de la NASA, qui est un drone à propulsion électrique solaire. Vous voyez que c'est une structure qui est légère, hein, qui est souple, et donc qui a fait un certain nombre de démonstrations il y a déjà au moins 10 ans. Il a fini par se casser en deux un jour où il y avait quelques rafales de vent un peu trop fortes. Mais enfin, c'est beau comme véhicule. Ça, c'est britannique, et je trouve qu'on sent que c'est britannique. Déjà, le short du type en bleu, c'est un short britannique. C'est savant. Alors là attendez, il faut vous dire quand même, le Zephyr de Kinetic, il a le record du monde de durée. 14 jours, hein, à énergie solaire. Hein, 14 jours en vol. Et donc, drone électrique à énergie solaire. Et donc, il est poussé. Oh ben, remarquez comme l'avion, comment il s'appelle? Pardon? Oui, Solar Impulse, c'est un peu le genre en plus grand. Et c'est pareil, quand il part, il faut tenir les ailes. Il part doucement en plus. Bon, Solar Impulse. Voilà un autre projet qui est fait pour remplacer les satellites, finalement, d'avoir un système qui permette de rester 5 ans en l'air. Il est fait là vous voyez 1, 2, 3 avions électriques qui décollent l'un derrière l'autre en escadrille et qui en vol s'accrochent par le bout des ailes pour faire une grande plateforme comme ça. Puis de temps en temps, il y en a un qui redescend, changer ses batteries ou je ne sais pas quoi, puis un autre qui vient. Voilà, c'est un projet futuriste. Voilà. Eh bien, je termine avec cette conclusion. Donc, conclusion qui est évidente. Il y a un accroissement du rôle des drones dans les systèmes de défense, il suffit de lire les journaux. Et pour de nombreuses applications civiles, j'espère vous avoir convaincu sur ce sujet-là. Il y a le souhait, mais qui existe depuis 20 ans, d'une réelle coopération européenne pour un drone militaire de longue endurance, opérationnel dans 10 ans. Et alors, certains, vous voyez, là mesdames, il y en a qui proposent de l'appeler female, ce qui voudrait dire Future European Male. Donc c'est sûrement un humour comme ça doit être des Britanniques qui ont trouvé ça. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Le marché des drones militaires, je vous ai dit ça, c'est un marché de la demande, tandis que celui des drones civils est un marché de l'offre et qui concerne essentiellement, je répète toujours, la fourniture de données et de services. L'intégration des drones dans la circulation aérienne générale, c'est pas pour demain. Et ça conditionne le développement quand même des applications civiles. Mais les réglementations en cours vont aider. Progressivement, ça va aider. Il faut accentuer les recherches et développer des nouvelles technologies dans le sens que je vous ai indiqué pour améliorer les plateformes, mais surtout les charges utiles, les logiciels de bord, les liaisons de données. Et puis enfin, améliorer la formation des personnels. Voilà, j'ai fini. Excusez-moi, j'étais un peu plus long que prévu. Et je suis à votre disposition pour des questions, sans vous garantir que je saurai répondre. Bonjour Philippe. Manola. Oui. Tiens, ben oui, je te connais.
Tu as botté en touche la question du survol des centrales nucléaires. Mais est-ce que tu peux répondre à celle de la vulnérabilité des drones? Autrement dit, est-ce qu'entre le coup de 12 chargé à la chevrotine et le drone anti-drone, il y aurait quelque chose d'intermédiaire qui permettrait de se débarrasser de ceux qui sont trop intrusifs? Alors moi je vais y répondre comme un lecteur de journal parce que j'ai aucune idée là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que les drones qui ont survolé les centrales nucléaires sont des drones légers, hein, ce sont des drones petits. Donc c'est très difficile de tirer dessus avec un fusil. Hein. Donc il faut en effet chevrotine. Mais s'ils sont hauts, on ne peut pas les atteindre. Donc je pense que c'est pas dans ce domaine. On ne va pas tirer un missile solaire contre un drone qui fait 3 kilos hein, ou 10 kilos. Donc c'est probablement du brouillage. Hein. J'imagine que encore une fois, je ne connais pas le sujet, mais j'imagine qu'ils ont du GPS à bord, la plupart. Du brouillage de GPS, ça doit être un remède pour répondre à cette question-là, j'imagine. Bon, on peut parler ? Où est-ce que c'est ? Ah oui, merci. Oui, monsieur. Je vous remercie pour la clarté de votre exposé, tout à fait intéressant. Mais je suis resté sur ma faim en ce qui concerne l'utilisation des drones civils, en particulier dans le domaine agricole ou dans le domaine rural général. Alors, pour vous préciser mon problème, je suis exploitant forestier. Vous dites que la DGAC, en 2012, a défini parfaitement les critères de travail de ces machines. Bon, je peux vous dire que pour nous, la réglementation est totalement stérilisante parce que par ailleurs, le ministère de l'Environnement a interdit l'épandage de tous les produits phytosanitaires par tout appareil capable de s'élever du sol par ses propres moyens. Ah oui. Alors, évidemment, on se trouve avec deux réglementations opposées. Quand on dit ça, quand on dit au préfet du département « c'est une connerie », elle répond pudiquement « c'est une incohérence ». Oui. Voilà. Alors, nous en sommes là. Il y a des agriculteurs qui ne se contentent pas de photographier leur plantation, mais qui voudraient travailler avec. Alors, en particulier, vous avez cité des prix. Et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué. Vous dites que les drones qui ont un emport de 4 kilos se situent dans une frange de prix de l'ordre de 1 000 €, disons 1 000 à 10 000 €. Oui. Il existe un drone chinois qui prend 5 kilos et que j'ai effectivement pour de l'ordre de 1 000 € et qui me servirait parfaitement à faire du traitement agricole. Oui. Mais je suis coincé. Oui, oui. Alors, là, il y a votre question. Avoir le droit de faire du traitement agricole avec des drones, ce n'est pas mon problème. Hein. C'est une réglementation qui est comme ça en Europe, je crois. Hein. Par contre, l'utilisation de drones pour faire des images à finalité agricole, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est coûteux. Pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser des capteurs dans plusieurs bandes, de plusieurs longueurs d'onde. Il faut traiter derrière. C'est quand même un certain travail. C'est pour ça que je dis que ça coûte plus cher que d'acheter un Parrot à la FNAC. Voilà. Oui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire du travail agricole. Oui. Et de porter 4 kilos ou 5 kilos de produits. Ah oui. Eh oui. Alors ça, j'ai des outils pour le faire. Oui, oui. Et alors, vous avez traité le problème sur le plan aéronautique. Oui. Et, bon, c'est très bien. Oui. Mais ce n'est qu'une partie du sujet. Oui, oui, bien sûr. Dans l'utilisation civile, il faut emporter des choses. Oui, il ne suffit pas de faire des photos. Oui, 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 oui. Alors, il y aura d'autres utilisations, mais qui ne sont pas celles les vôtres. Vous avez entendu parler sans doute de... Alors d'abord, Amazon, qui faisait tout un cinéma pour expliquer qu'il livrerait dans les villes en plus. Bon. Mais par contre, de plus probable, j'ai vu de la Poste récemment, dit pour fournir le courrier dans des endroits peu accessibles. D'ailleurs, les Allemands le font dans une petite île qui est dans la mer du Nord, où il y a peu d'habitants, je crois, pour transporter des médicaments en cas d'urgence. Il y a des trucs comme ça. Oui. Oui. Ça veut dire que
Non, on pourra transporter des lettres ou offrir une rivière de diamants à une jolie femme, des choses comme ça. Hein. Mais effectivement, on ne pourra pas transporter un frigidaire, livrer un frigidaire. Non, ce n'est pas encore pour maintenant. Mais ça évoluera peut-être, hein, ça évoluera. Tout est clair? Oui, il y a encore une question là. Une question par rapport au scénario S4. Oui. Est-ce que vous pensez que la réglementation va évoluer ou il faudra toujours pouvoir justifier de 100 heures de vol en tant que chef de bord sur avion? Pardon, est-ce que... Oui, je veux bien. Je suis un peu sourdingue. Bonjour. Je voudrais savoir, moi, par rapport au scénario S4, oui. Est-ce que vous pensez que la réglementation va évoluer ou il faudra toujours à terme pouvoir justifier de 100 heures en tant que chef de bord sur avion? Alors, je pense qu'elle va évoluer, hein, mais pour l'instant, c'est effectivement, c'est difficile le scénario S4. C'est pour ça qu'il y a peu d'opérateurs de drones qui sont capables de faire ce scénario. Par contre, il y en a à Toulouse, une société qui s'appelle Delertec, que vous connaissez peut-être, a l'agrément justement pour le scénario S4. Oui, je pense que ça va évoluer petit à petit, mais enfin, ça n'est que le début, si vous voulez. N'oubliez pas que ça date de 2012. Hein, les scénarios, et que sur le S4, les sociétés d'opérateurs de drones qui ont les capacités de faire des expérimentations sur ce scénario S4, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main ou de deux mains. Hein. Sur combien est-ce qu'il y avait d'opérateurs de drones? J'avais vu 1000. Hein. Sur cela, il n'y en a pas beaucoup, dont des Lertec. Merci. Oui, pour les drones plutôt joués, bon marché, oui. Il est difficile pour des jeunes ou autres d'aller apprécier 150 mètres. Ah oui, ça c'est vrai. Et par endroit, ça pourra présenter des risques, volontaires ou involontaires, mais si le gamin il perd le contrôle de l'engin, qu'il continue à voler, s'il n'y a pas un système pour couper la motorisation. Oui. Par exemple, sur les coteaux, ici chez nous, là, sur l'axe de la piste de Blagnac, il passe guère au-dessus. Et par rapport au sol. Bon, on entendra parler sûrement d'accidents, on en entendra. Enfin, il faut attendre un accident. Là, je reviens au scénario d'Elertec, le scénario S4 justement d'Elertec. Je crois qu'ils ont un drone avion qui s'appelle le D18. Il a même un système de retour automatique en cas de panne. Hein, donc c'est évolué. Tout ça sur un drone qui fait 2 kilos. Hein, de retour automatique s'il perd les liaisons. Choses comme ça, c'est de la haute technologie. Hein. J'ai encore une question pour vous. Pour un objectif, on va dire professionnel, si on crée un drone, l'homologation au niveau de la DGAC, est-ce que c'est compliqué ou vaut mieux prendre déjà des produits existants ou on peut créer son propre drone et le faire homologuer par la DGAC? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai aucune expérience là-dessus. Je pense que ça doit être compliqué, puisqu'il y en a déjà 1000 en France en quelques années, c'est que ça doit être très compliqué à faire. Hein. Mais je ne sais pas comment on s'y prend. En fait, la création n'est pas compliquée, c'est l'homologation. Parce que la plupart des drones qui sont homologués par la DGAC, c'est des grands constructeurs qui doivent avoir des parts de marché ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et puis après, il y a le problème des pilotes aussi. Hein. L'homologation des pilotes. Hein. Merci. Oui, merci beaucoup pour cet exposé bien clair pour quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé dans ce domaine. Moi, ça m'a fait penser donc qu'on entend justement des risques de non-respect de la vie privée avec le survol de l'Élysée. Ça peut être l'Élysée, ça peut être n'importe quelle habitation. Les risques de chute sur les centrales nucléaires en particulier et d'autres endroits, les rencontres avec les accidents, enfin, c'est pas très rassurant tout ça. Et ensuite, c'est juste une remarque supplémentaire, mais à force de réduire les équipes humaines, ça veut dire qu'à la SNCF, il y aura encore des réductions d'emplois, dans d'autres domaines aussi.
Bon, et c'est encore... ce n'est pas que là qu'on réduit les emplois, mais bon, c'est... Oui, mais enfin, ça, l'évolution réjouissant pour le futur. Et oui. voilà. Ah non, si vous voulez, on ne peut pas rester à un stade technique comme ça. Cela étant, ce que vous dites sur le respect de la vie privée, dans le tract là, qui va être mis dans les boîtes, il y a un petit rappel. Alors, l'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d'1 an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, en vertu de l'article machin du Code des transports. Ça peut faire freiner les gens. Oui, mais puisque c'était déjà arrivé récemment, il y a 2 jours, et qu'on ne sait pas... Ah oui, on ne sait pas pour l'instant, oui. Oui. Mais c'est pas vous savez, un petit drone comme ça qui fait quelques kilos, c'est pas d'un danger épouvantable. Hein. Une centrale nucléaire, c'est à l'abri de la chute d'un avion. Hein. Donc, je pense que le danger, il est assez limité. Mais on en parle dans les journaux, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Encore une? Bonsoir. Bonsoir. Parce que dans votre exposé, à un moment, vous parlez du neutron et du projet X. Oui. Alors, quand j'ai vu la tête du projet X, ça m'a fait forcément penser au F-119, le Stealth. Oui. Et il me semble, mais là je m'avance peut-être, que les Américains, ils en ont un petit peu paumé un, ils ont eu du mal à le retrouver du côté de la Bosnie, il y a quelques années. Lequel le avion? F-117. Le F-117, voilà. C'est possible. Oui. Sachant qu'il était piloté. Oui. Alors, là, je parle version militaire, c'est-à-dire comment on fait pour le retrouver. Oui. Mais ensuite, l'application dans le civil, j'ai un hors-vue avec une capacité de 100 km, entre guillemets, si tout va bien, tant mieux, mais si ça ne va pas, je fais comment pour le retrouver? Il peut tomber dans une forêt, n'importe quoi. Un drone civil? Civil ou militaire, je pense que le principe de recherche et de ramassage sera le même. Attendez, je n'ai pas bien compris. Le drone civil... Je perds mon drone, est-ce qu'il y a des techniques qui me permettent de dire, voilà, je l'ai perdu à tel endroit et je peux le retrouver? Oh oui, je pense. D'abord, ils sont tous équipés de GPS, ils transmettent. Hein, ils transmettent. Non, ça, je pense que... non, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Ce qu'il y a, c'est que c'est petit, un drone civil. Donc, c'est plutôt le trouver, en effet, s'il tombe sur une forêt. C'est le principe de l'aiguille. Oui, oui, ça, c'est vrai. Oui. 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 Bon, s'il n'y a pas de questions... Non. Jean-Claude. Merci Philippe. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Je pense que ton exposé a permis d'avoir une vue très large sur les drones, dans toutes leurs utilisations, toutes leurs dimensions. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Je voulais vous signaler la prochaine conférence que nous aurons de l'Académie, qui aura lieu le 31 mars. Et elle sera prononcée par Yves Galland, qui est le représentant de Boeing en Europe et qui nous fera partager la vue, je l'espère tout au moins, de Boeing sur l'évolution de l'aviation civile. Et je voulais juste dire une chose, soirée. que c'est un vrai plaisir de faire une conférence ici à Toulouse. Parce qu'il y a tellement de gens, d'une part, qui s'y connaissent et puis qui sont fanas. Honnêtement, vu d'ici, c'est un vrai plaisir. Hein. Bravo.